Bonsoir à tous. Donc, bienvenue à l'ILARA. Qu'est-ce que c'est que l'ILARA? C'est l'un des 4 instituts de l'École pratique des hautes études PSL qui ont pour fonction de partager le savoir avec l'ensemble des publics. Donc, l'ILARA, comme vous le savez, est consacrée aux langues rares. Nous entendons par langues rares les langues aussi bien anciennes que vivantes, mais qui sont très peu étudiées, très peu répandues, très peu parlées, très peu enseignées, et en tout cas, quelles qu'elles soient, qui sont mal connues du public. Donc l'ILARA a été fondée en 2020 grâce à une aide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et si nous survivons cette année, c'est grâce à la générosité de l'École pratique des hautes études et de l'université PSL. Donc l'ILARA dispense des formations. Nous proposons des formations à 20-25 langues ou familles de langues par an. Et puis nous avons une branche virtuelle qui est l'ILARA en ligne, une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver des conférences, des initiations à des langues. Et parmi les vidéos de ces cycles consacrés aux écritures anciennes, qui ont été fondés par notre collègue de l'école pratique, Andreas Stauder. Cette année, le cycle est consacré donc aux différentes formes de l'araméen et aux écritures qui ont permis de transmettre ces différentes formes de l'araméen, et il est coordonné par notre collègue Muriel Debier, qui a un parcours tout à fait exceptionnel, qu'il a mené de l'École normale supérieure de Paris à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, où elle vient d'être élue correspondante, en passant par le CNRS, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, New York, Princeton et l'Institut universitaire de France, dont elle est actuellement membre senior. Elle a publié avec Françoise Briquel-Châtonnet, qui est parmi nous et qui va donner les 2 conférences suivantes, un grand livre consacré au monde syriaque en 2017, et elle vient de publier aux Belles Lettres un livre consacré à Alexandre le Grand en syriaque. Alexandre le Grand, dont la légende est connue dans toutes sortes de langues, mais qui avait été jusqu'à présent peu étudiée quant au syriaque. Alors pour dialoguer avec elle, Jimmy Dakash, qui enseigne à l'université de Yale, le syriaque, l'araméen, l'épigraphie du Proche-Orient, mais qui a commencé sa carrière à Paris, si j'ai bien compris, après avoir fait sa thèse sous la direction de Françoise Briquel-Châtonnet à l'université Paris 4. Alors je suis ravie de vous accueillir toutes les deux, de vous accueillir tous dans cette merveilleuse bibliothèque de l'École des Mines que vous ne connaissiez peut-être pas et qui nous est prêtée avec générosité par l'École des Mines et tout spécialement par le directeur de la bibliothèque, Sébastien Perrin, que je tiens à remercier. Et puis, si ce cycle sur les araméens peut avoir lieu, si ces conférences peuvent vous être offertes, c'est grâce à un soutien exceptionnel de la Fondation Polonsky, que je remercie publiquement et avec le plus grand plaisir. Merci à tous, et je donne la parole à nos conférencières. Merci beaucoup Anne-Marie. Je fais passer les livres ILARA. Je vais de ce pas donner le micro à Jimmy pour qu'elle introduise cette séance. Bonsoir, vous m'entendez? D'abord, je veux te remercier, Muriel, pour m'avoir invitée et à participer à ce cycle d'araméen que, je connais très très bien l'araméen, mais je suis sûre que je vais apprendre pas mal de choses grâce à toi. Et donc, ce cycle a été intitulé, je pense que c'est toi qui l'as intitulé, l'araméen dans tous ses états. Donc ma première question est: pourquoi as-tu choisi ce titre? Et est-ce le signe d'une diversité? Et si c'est le cas, je l'espère, en quel sens? Alors l'idée, effectivement, en intitulant ce cycle l'araméen dans tous ses états, était de rappeler que si on peut parler d'araméen au singulier, en réalité on a affaire à des araméens de différentes formes, de différents états de langue, selon les périodes, selon les régions, selon les usages.
Et l'entité que représente l'araméen est en quelque sorte une identité abstraite et une entité historico-grammaticale, mais qui ne correspond pas à une histoire à proprement parler, ni même à l'existence d'araméens, de personnes que l'on pourrait définir comme araméens, puisque la langue a été utilisée aussi par des non-araméophones, et c'est ce que nous allons voir, avec l'idée aujourd'hui d'introduire le cycle et de vous présenter rapidement ce qui sera présenté de manière plus approfondie lors de chacune des conférences qui vont suivre avant et après l'été. Merci beaucoup. Et donc pour commencer, là je peux parler de la langue ou les langues araméennes, c'est bien cela. Et donc ma question est, qu'est-ce que les langues araméennes et à quelle famille linguistique appartiennent-elles, s'il vous plaît? Alors l'araméen appartient à la famille des langues dites afro-asiatiques ou parfois kamito-sémitiques. C'est donc une langue sémitique. Et le nom de cette famille de langues remonte probablement au XVIIIe siècle, au moment où l'on met en avant le fait que cette langue est celle qui a été parlée par Sem, le fils de Noé, qui apparaît dans la Genèse, dans Genèse 10, 31. Et c'est une appellation qui va s'imposer et que nous continuons aujourd'hui à utiliser dans la répartition des langues, des familles de langues. Cette appellation de langue sémitique est aussi liée au fait que à cette branche de la descendance de Noé appartient également Aram, qui est censé être le fils de Sem. Et donc vous voyez que c'est par le travail sur la Bible que ce terme a été utilisé, a été repris et s'est imposé d'un point de vue linguistique. Ce que l'on peut dire, c'est que la mention du terme araméen comme toponyme, Aramou par exemple, se trouve dans des inscriptions extrêmement anciennes, en particulier les tablettes éblaïtes ou les inscriptions éblaïtes, qui sont dans une autre forme de langue sémitique, en l'occurrence est-sémitique, puisque l'araméen appartient en revanche à la branche des langues ouest-sémitiques. Et donc la branche araméenne se rattache exactement au nord-ouest sémitique et au ouest sémitique. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de cette famille, ce qu'on voit là surtout? Donc, comme vous le voyez à l'écran, il existe de nombreuses manières de rendre compte de cette généalogie des langues sémitiques. Je vous en donne une, mais elles sont sujettes souvent à discussion parmi les savants, mais il fallait bien partir d'une représentation relativement claire. Et donc vous voyez ici que l'araméen se situe dans la branche nord-ouest sémitique plus précisément. S'est développé au cours du temps et s'est séparé ensuite en deux branches ouest araméenne et est araméenne, sachant que là encore ces distinctions entre ouest araméen et est araméen sont discutées et qu'aujourd'hui on a un peu tendance à situer le syriaque comme une forme centrale araméenne et non pas comme une forme est-araméenne, comme on l'a dit pendant très longtemps. Mais ce sont des sujets de discussion. Et les différenciations entre ces différentes formes sont liées à la grammaire et à des formes grammaticales différentes, mais aussi à des périodes et à des lieux d'usage différents. Merci. Donc, la question se pose maintenant, quelles sont les caractéristiques des langues sémitiques en général et de l'araméen en particulier? Si l'on peut parler d'araméen, c'est bien parce que les différentes formes que vous avez commencé à apercevoir à l'écran ont des éléments communs et des éléments communs qu'elles partagent aussi avec d'autres langues sémitiques. Je ne prendrai que quelques éléments les plus importants.
Le premier, c'est le fait que l'on a, pour les langues sémitiques, une racine que l'on pourrait dire abstraite en quelque sorte, généralement de 3 consonnes, ou parfois 2 consonnes avec une demi-voyelle ou avec une voyelle longue. Et ce squelette consonantique ne note pas les voyelles. Et donc, pour parler de l'alphabet, on va parler d'un abjad, c'est-à-dire d'une forme d'alphabet consonantique. Mais les voyelles, bien évidemment, étaient présentes. Elles sont nécessaires pour mettre en voix les mots, pour mettre en voix les consonnes. Et donc, des schèmes vocaliques sont utilisés dans ces langues sémitiques, des schèmes vocaliques fixes qui permettent de former les noms, les adjectifs, mais également la conjugaison. Je vous donne un exemple avec une racine extrêmement fréquente dans les textes araméens et que vous connaissez sans doute, la racine Malk, le roi. Si l'on ajoute un alon Malka, ce sera la reine. Si l'on vocalise Malkou avec un oulon, c'est la royauté. Et nous avons Malak qui est la forme verbale. Et donc ces schèmes vocaliques sont utilisés pour l'araméen comme pour d'autres langues sémitiques. On utilise également pour toutes ces langues des préfixes et des suffixes qui sont ajoutés à la racine verbale, notamment pour la conjugaison, mais également ajoutés aux noms, en tout cas les suffixes, par exemple pour exprimer la possession. Il n'existe pas de genre neutre, on a uniquement le masculin et le féminin. On n'a pas non plus de mots composés. On compose en utilisant une forme de génitif. Ce qui est caractéristique également, c'est l'existence d'aspects verbaux, c'est-à-dire que l'araméen, comme les autres langues sémitiques, n'utilise pas l'idée de temps comme nous en avons dans les langues indo-européennes, mais plutôt met en avant ce que l'on appelle l'aspect du verbe, c'est-à-dire le fait qu'une action a déjà eu lieu, est accomplie, ou n'a pas encore eu lieu, est inaccomplie. On va utiliser le participe pour exprimer, par exemple, le présent. Et donc le système verbal ne fonctionne pas exactement comme nous en avons l'habitude dans les langues indo-européennes. Ce qui est également caractéristique, ce sont ce que l'on appelle les états du nom. On a 2 états du nom dans les langues sémitiques en général, l'absolu et le construit. Donc l'état absolu, comme en français quand on dit pas à pas. L'état construit quand on va construire un mot avec un autre, c'est-à-dire former une sorte de liaison entre 2 mots. Et ce qui est caractéristique de l'araméen, c'est d'avoir en plus un état du nom qui est le déterminé, que l'on appelle parfois aussi l'état emphatique, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de l'article en français, le roi, ou bien un roi. On va utiliser donc une forme d'état déterminé, et cela c'est caractéristique de l'araméen. Donc vous voyez qu'on a un ensemble de formes grammaticales qui sont communes aux différentes langues sémitiques et quelques particularités de l'araméen avec des variations parmi les différentes formes d'araméen, bien évidemment, au cours du temps. Donc je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'il en sera question lors des prochaines conférences, mais je voulais simplement établir de manière très large, si vous voulez, ces caractéristiques principales sur lesquelles reviendront les intervenants suivants. Merci Muriel. Donc, si j'ai bien compris, on a plusieurs formes d'araméen, et donc l'araméen ou les langues araméennes ont été utilisées sur la très longue durée. Est-ce vraiment le cas? Combien d'années? Alors c'est plutôt combien de millénaires, puisque l'araméen a été utilisé à partir du premier millénaire avant notre ère et est toujours utilisé aujourd'hui. Vous voyez à l'écran en jaune la ligne qui représente l'usage de l'araméen, et vous voyez en parallèle d'autres formes de langue. Donc dans la partie supérieure, vous avez l'égyptien, c'est la première ligne. Vous voyez que l'égyptien a commencé plus tôt, mais s'est arrêté aussi plus tôt. Lorsqu'il a été supplanté par l'arabe,
même si le copte se poursuit pendant quelque temps, l'égyptien finit par ne plus être usité. Vous voyez au-dessus, dans la ligne au-dessus de l'araméen, l'hébreu, et là vous pouvez constater une même distribution dans le temps, avec une évolution bien évidemment là aussi de l'hébreu sur la longue durée. Et vous avez également la mention d'autres langues du Proche-Orient dont on voit que leur usage s'est interrompu à un moment de l'histoire. Donc ce qui est tout à fait étonnant pour l'araméen comme pour l'hébreu par exemple ou pour le persan, c'est que ces langues ont évolué sur une très longue durée. Et donc étudier l'araméen, ça peut être étudier l'araméen ancien, ça peut être étudier des araméens moyens, et ça peut être parler ou étudier des araméens modernes. Merci. Et donc, comme c'est sur la très longue durée, la langue a dû évoluer, j'imagine. Donc, on n'a pas une simple langue pour tout le monde. Oui, c'est bien la raison pour laquelle ce cycle est intitulé l'araméen dans tous ses états. C'est que la langue a évolué, et non seulement la langue, mais également les dialectes, puisqu'il faut prendre en compte le fait que l'on a à la fois des dialectes non écrits, des langues à proprement parler parce qu'elles ont été suffisamment standardisées pour prendre une forme écrite, et à côté de l'usage de ces langues, de ces formes de langue standardisées, on a toujours l'usage des dialectes. Et donc, lorsque l'on parle d'un état de langue, c'est bien souvent d'un état de langue écrit, mais il faut penser qu'à côté de l'usage de cette langue écrite, on a des usages également oraux qui ne nous sont pas parvenus, mais qui étaient très actifs. Et penser à l'évolution de l'araméen, c'est penser ce rapport entre la standardisation et la non-standardisation. Si vous vous reportez au tableau que vous avez sous les yeux, l'état le plus ancien de l'araméen, c'est ce qu'on appelle l'araméen ancien, qui est attesté par un certain nombre d'inscriptions. Et cet araméen ancien n'est pas encore un araméen standardisé. On a des formes dialectales différentes selon les régions d'usage. Lorsqu'on passe à une période plus récente, c'est-à-dire à l'araméen officiel, que l'on appelle aussi parfois l'araméen d'empire, on se rend compte d'une standardisation progressive de la langue, due au fait qu'elle est désormais utilisée par les empires néo-assyrien, néo-babylonien et l'empire perse achéménide. Et donc on a une standardisation progressive qui n'est pas encore faite au moment des empires néo-assyriens et néo-babyloniens, mais qui se fait de manière croissante à la période achéménide, sous l'influence d'une administration efficace qui couvre un territoire extrêmement large. Je vous montrerai une carte un peu plus loin. Et donc, on a une forme, si vous voulez, d'entonnoir, c'est-à-dire des formes dialectales qui progressivement se standardisent jusqu'à la fin de la période achéménide. Puis à la période hellénistique, c'est-à-dire lorsqu'Alexandre le Grand arrive au Proche-Orient, lorsque le grec devient la nouvelle langue officielle, la nouvelle koiné. La koiné précédente, c'est-à-dire la langue commune, ce qu'on appelle aussi parfois la lingua franca, qui était l'araméen, disparaît en tant que langue officielle et est remplacée par le grec. Mais cela ne signifie pas, bien évidemment, que l'araméen disparaît. C'est cette forme standardisée qui laisse la place à des formes locales d'araméen. Et donc on a à ce moment-là une nouvelle dialectalisation en quelque sorte, avec des formes d'araméen que l'on appelle souvent les araméens moyens, qui sont des formes locales, qui ont leur propre écriture et qui, pour certaines, deviennent des formes également standardisées. C'est ainsi que le syriaque, qui est une forme d'araméen moyen,
va laisser la place à l'araméen plus tardif que l'on appelle le syriaque. Et je vais m'attarder un instant sur cette question de vocabulaire. On appelle syriaque l'araméen d'Édesse, de la Mésopotamie du Nord. Mais en réalité, c'est ce terme formé sur syrien, Syrie, qui est utilisé pour désigner diverses sortes d'araméens. Et lorsque dans des textes grecs, ou des textes latins, ou des textes dans d'autres langues, on rencontre cette forme de syrien, suristis, suros, ça n'est pas nécessairement au syriaque que le terme fait référence, mais cela fait référence à une forme d'araméen. Et le syriaque est une forme standard qui a été utilisée par les chrétiens pour utiliser et répondre l'araméen édessénien. Et donc, il ne faut pas se fier au terme, c'est-à-dire que le mot syrien peut très bien désigner diverses formes d'araméen. Et par extension, il désigne, ou par excellence, le syriaque, devenu langue standard du christianisme. Et c'est l'autre élément important qu'il faut souligner, c'est que l'araméen est utilisé dans des communautés religieuses variées, notamment dans les communautés juives et chrétiennes pour les périodes de l'araméen ancien et de l'araméen moyen et de l'araméen tardif. Et donc les formes linguistiques peuvent être les mêmes formes locales. Je pense par exemple à l'araméen de Palestine, qui peut être utilisé par les communautés juives, et c'est la langue parlée par Jésus-Christ, ou bien par des communautés chrétiennes, et qui va prendre une forme un peu plus tard que l'on appelle le christo-palestinien, ou l'araméen christo-palestinien. Et donc, outre les questions linguistiques, s'ajoutent les questions religieuses, puisque du vocabulaire spécifique entre dans ces formes d'araméen. Cette histoire d'émergence d'araméens locaux ne s'arrête pas là, puisque dans des périodes plus tardives, à la période moderne et jusqu'à aujourd'hui, on a un nombre considérable de dialectes araméens qui ne sont pas standardisés pour la plupart d'entre eux, mais certains le sont, ont été mis par écrit, et on a dû choisir un alphabet pour les mettre par écrit. Donc certains de ces néo-araméens sont mis par écrit lorsqu'ils sont chrétiens en écriture syriaque, lorsqu'ils sont chrétiens dans d'autres régions avec l'écriture latine. Et donc on doit bien distinguer la langue et l'écriture de ces différentes formes d'araméen, ce qui complique encore un petit peu le paysage. Merci Muriel. Et comme tu parlais de l'écriture, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'écriture? Donc, chaque forme d'araméen n'est pas notée par la même écriture. C'est bien cela, non? C'est bien cela. Et vous avez à l'écran un nouvel arbre, non pas cette fois des formes d'araméen ou de l'araméen parmi les langues sémitiques, mais des alphabets, cette histoire étant évidemment liée à celle des dialectes, à celle des formes linguistiques, mais n'étant pas entièrement identiques. Et donc vous voyez à l'écran que l'araméen remonte, comme le phénicien, à une forme d'alphabet proto-sémitique, ont une proximité très grande entre eux, et cette forme d'écriture de l'araméen ancien a évolué pour donner l'écriture de l'araméen d'Empire, et cet araméen d'Empire, à son tour, va avoir une influence sur des écritures qui sont des écritures locales ou des écritures liées. Vous voyez par exemple que cette forme d'araméen d'empire ou d'araméen officiel a été utilisée pour noter par exemple le Pahlavi ou moyen perse. Cette forme va remplacer également le vieil hébreu et est utilisée pour écrire ce que l'on appelle aujourd'hui l'hébreu carré. C'est cette forme d'araméen officiel qui évolue localement pour donner les écritures des araméens moyens. Donc vous voyez que la fin de l'usage de l'araméen comme langue officielle
permet l'émergence de formes locales et de formes locales avec leur propre écriture. Et donc cela suppose que ces formes de dialectes moyens sont plus ou moins compréhensibles entre eux, mais suppose de connaître l'écriture, même si elle est relativement proche. Ça n'est pas un effort extrêmement important et je ne voudrais pas vous décourager d'apprendre toutes ces formes d'araméen. Donc ça n'est pas un effort considérable, mais tout de même cela suppose de se former à une autre forme d'écriture si l'on passe à un autre dialecte. Merci. Donc je sais très bien que chaque forme principale d'araméen fera l'objet d'une conférence, mais j'aimerais bien savoir pourquoi on a une telle variété d'araméen moyen et tardif et moderne. Bon, je comprends qu'on est de l'araméen ancien et tout ça, mais voilà, pourquoi on a toutes ces variétés? Alors on a toutes ces variétés parce que justement on n'a plus à partir de la période impériale. Alors vous avez ici une carte représentant les royaumes araméens et ce qui correspond à la forme de langue de l'araméen ancien. Et donc vous voyez qu'on n'a pas d'unification et donc pas d'unification non plus de la langue, mais des variétés dialectales. Si on passe à des périodes un peu plus tardives, quand l'araméen est utilisé comme lingua franca sous les empires néo-assyriens, néo-babyloniens et perses, on a donc cette standardisation que j'évoquais un peu plus tôt, particulièrement à la période perse, donc entre le 6e et le 4e siècle avant l'ère chrétienne. Et si on a cette standardisation à la fois de la langue et de l'écriture, c'est parce que l'araméen est utilisé dans un contexte administratif, dans un contexte officiel, pour écrire des lettres, pour écrire des contrats, pour écrire du droit, mais aussi des textes littéraires. Et donc on a une autorité, on a des scribes qui sont formés, et donc cela explique cette standardisation de l'orthographe, cette standardisation progressive de la grammaire, même si elle n'est pas totale et si elle n'est pas parfaite. Lorsque cesse l'empire achéménide et qu'apparaissent ces araméens que l'on qualifie donc de moyens et de tardifs, cela correspond à des autorités politiques différentes et donc à des usages locaux, officiels, chacun différent. Si vous regardez la durée d'usage de ces différentes formes d'araméen, vous constatez qu'elle est relativement brève pour la plupart d'entre eux. Lorsque disparaissent les royaumes qui ont utilisé par exemple le nabatéen ou le palmyrénien, l'usage de la langue et de l'écriture est lié à l'existence de ce pouvoir politique. Lorsque ce pouvoir politique disparaît, l'usage de la langue disparaît en partie seulement, puisque le nabatéen par exemple va continuer à être utilisé après la chute de l'empire nabatéen, de son passage sous domination romaine en 106 de notre ère, et l'écriture va évoluer et va certainement influencer la naissance de l'écriture arabe. Donc on voit que la fin d'un pouvoir politique, la fin de l'usage officiel de cet araméen n'entraîne pas sa disparition complète. Le cas du syriaque, le cas de l'araméen juif de Palestine et de l'araméen juif de Babylonie, de même que le cas du mandéen, montrent également que ces langues étaient devenues des langues littéraires. Là, en l'occurrence, ce n'était plus porté ou pas porté du tout par un État, mais étaient des langues ayant une forte connotation religieuse, étaient utilisées comme des langues avec un statut presque sacré, en tout cas des langues portant la religion juive, chrétienne ou mandéenne, d'où leur persistance, mais là aussi leur évolution. C'est-à-dire que
ces langues ont continué à être utilisées et parfois le sont toujours. C'est le cas du syriaque, c'est le cas en partie des araméens juifs, mais continuent à évoluer comme langue littéraire, comme langue de culture et comme langue religieuse. Donc, si l'on a des araméens modernes, comme je vois là, et qui sont en danger, malheureusement, c'est que l'on parle encore ces dialectes. Il y a quelques dialectes d'araméen qui existent encore maintenant. Il y en a même beaucoup, comme vous le voyez sur cette carte. C'est-à-dire que dans cette phase finale d'évolution de l'araméen, il n'y a plus d'autorité centrale. Il n'y a plus d'État portant cette langue araméenne, et donc un éclatement encore plus important qu'à la période précédente des araméens moyens et tardifs. D'où cet émiettement. Et ce sont encore des critères grammaticaux qui permettent de classer en partie ces araméens, avec l'araméen moderne occidental et l'araméen moderne oriental, sachant que l'oriental regroupe le nombre le plus important de dialectes. Et parmi ces dialectes, certains sont uniquement des dialectes utilisés à l'oral, et d'autres sont des dialectes qui ont été mis par écrit. Certains sont intercompréhensibles entre eux, comme les formes anciennes d'araméen, et d'autres ne le sont pas. Donc c'est une situation extrêmement complexe, et ce sont des dialectes qui sont aujourd'hui en danger parce que les populations qui les parlaient ou bien ont émigré et se trouvent dans les diasporas où il est compliqué de maintenir l'usage de ces dialectes, ou bien se trouvent toujours au Proche-Orient, mais en situation évidemment minoritaire, hein, et confrontés à l'usage d'autres langues qui ont pris le dessus évidemment sur les langues locales, un phénomène que l'on rencontre évidemment pour d'autres langues que l'araméen. J'ai juste une question, si tu restes ici s'il te plaît. Est-ce que tu peux expliquer un peu araméen oriental et occidental, c'est où exactement? Alors c'est dans les régions que vous avez sur la carte. Pour l'occidental, pour l'essentiel, cela regroupe des dialectes qui sont parlés dans la vallée de Kalamoun, dans l'Anti-Liban, au nord de Damas, et tous les autres sont qualifiés d'araméens orientaux, c'est-à-dire dans les autres régions de l'Irak, de l'Iran et de la Turquie. Cette carte assez complexe doit être encore complexifiée par le fait que certaines des formes standards de langue évoquées plus tôt sont restées en usage. Et je pense en particulier au syriaque. Quand on parle souvent de néo-syriaque, qui est un terme problématique, puisqu'on a ou bien des néo-araméens, ou bien du syriaque classique, et les deux ne sont pas la même chose, puisque les néo-araméens ne sont pas dérivés du syriaque, mais sont des dialectes araméens qui ont continué à être parlés de manière locale, alors que le syriaque est une langue standard, comme peut l'être le latin en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que le syriaque continue de manière résiduelle, en tant que langue standard, en tant que langue ecclésiale, en tant que langue de culture, à être utilisée aussi dans la vie quotidienne, comme vous le voyez à l'écran, puisque dans le monastère de Deir el-Zafaran, on va indiquer les toilettes en mettant la direction en syriaque, que l'on va produire des objets liturgiques comme ce tissu que vous avez à l'écran avec des inscriptions, ou bien que l'on continue à écrire des inscriptions en syriaque classique. Vous avez un exemple ici qui vient d'Inde, puisqu'en Inde on continue à produire beaucoup d'inscriptions en syriaque, et celle-ci est datée de 2018. Donc vous voyez que c'est très récent. Et on continue à en produire. Et donc je voulais terminer sur cet exemple pour reprendre l'idée directrice, si vous voulez, de cette présentation, qui est ce constant mouvement entre des langues avec des représentations écrites et des formes standardisées,
et des formes dialectales d'araméen, dont certaines sont uniquement orales. Et on pense par exemple au petit texte de Théodoré de Cire au 5e siècle. Il écrit en grec pour parler de la situation linguistique de la Syrie occidentale, Syrie ancienne, hein, pas la Syrie actuelle, et il mentionne diverses sortes de langues syriennes, c'est-à-dire diverses formes d'araméen. Et donc si le syriaque était la langue standard utilisée, on parlait d'autres formes d'araméen qui sont parfois mentionnées dans les textes ou que l'on peut deviner au travers des inscriptions. Et donc c'est ce mouvement permanent, si vous voulez, entre standardisation et non-standardisation qu'il est important de garder à l'esprit. Et le fait que l'on a des araméens anciens vers les araméens moyens, une forme de standardisation, puis au moment des araméens moyens, l'émergence de formes locales. Parmi ces formes locales, certaines vont devenir des langues standards comme le syriaque, hein, comme l'araméen juif. Et on a, à la période suivante, avec la disparition de pouvoirs politiques centraux utilisant l'araméen, une émergence de dialectes extrêmement nombreux. Et donc ce qui est intéressant dans cette histoire sur 3 millénaires, c'est le fait que l'araméen a continué à exister, à être utilisé, alors même qu'il n'était plus une langue officielle. Que ce soit pour les araméens, moyens ou pour les araméens plus récents. Et donc, c'est une langue qui n'a pas toujours été portée par des pouvoirs politiques. Et lorsqu'elle a été utilisée dans les empires néo-assyriens, néo-babyloniens ou perses-achéménides, l'araméen a été la langue aussi de populations non araméophones, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas l'araméophone comme langue vernaculaire. Et donc l'araméen a été ce que l'on appelle une langue véhiculaire. C'est pour cela que l'on utilise le terme de lingua franca. Et c'est valable également pour des formes standardisées comme le syriaque. Et donc ce sont ces différents niveaux que je voulais essayer aujourd'hui de vous présenter, en attendant les conférences suivantes qui vous permettront d'entrer plus en détail dans chacune de ces étapes et chacune de ces formes. Merci beaucoup. Merci.